Bien, je suis heureux maintenant d'accueillir Éric Denessé. Éric Denessé, spécialiste français du renseignement et de l'intelligence économique, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, le fameux CF2R. Bonjour mon cher Éric et bienvenue dans cette matinale. Bonjour Nicolas, bonjour aux auditeurs et merci de votre invitation. Ben merci d'y avoir répondu favorablement. Donc, je pense que sur le plan international, ce n'est pas les sujets qui vont manquer. Il va falloir ramasser en une heure, une petite heure, l'ensemble de ces thèmes. Et le thème d'aujourd'hui, après avoir d'ailleurs écouté ce que vous aviez pu développer dans un certain nombre de médias amis ces derniers jours et semaines, déjà poser la question de savoir qu'en est-il des relations aujourd'hui entre l'Amérique et l'Europe, entre l'Amérique et ses alliés plus généralement? On pourra même parler de ce qui se passe au Proche-Orient. On a l'impression qu'une rupture est consommée et que peut-être même les alliés, les anciens alliés, sont en train de chercher par tous les moyens à mener une politique autonome, en tout cas à ce qui est la ligne de l'Amérique de Trump. Oui, vous avez raison, il est en train de se passer des choses importantes, mais je me demande si ça ne relève pas plus de l'agitation que d'autres choses. Je vous explique pourquoi d'abord, qu'est-ce qui est en train de se passer et pourquoi, à mon sens, ce sont peut-être aussi des effets de manche. Premier aspect, c'est à mon avis, très clairement, on a de plus en plus d'éléments qui le démontrent. Nous avons des dirigeants européens qui sont en train de continuer la politique néoconservatrice des démocrates américains sur la scène internationale. Alors, c'est lié à plusieurs choses. C'est lié d'abord à la volonté des démocrates américains qui ont connu une déroute électorale, on l'a vu à la dernière présidentielle, qui bien sûr n'ont pas le Congrès. Le parti est en pleine déroute. Et puis surtout, c'est que Donald Trump, qui a tiré les leçons de son premier mandat, qui a réfléchi, qui s'est entouré d'une équipe pendant les 4 années où il n'était plus à la Maison-Blanche. Ça n'a rien à voir aujourd'hui, le Trump de 2025 avec celui de 2017. Trump a compris comment l'État profond entre les mains des démocrates l'avait déstabilisé pendant son premier mandat, entre 2016 et 2020. Et il a donc, avant même d'arriver aux affaires en janvier dernier, il a mis en place tout un système qui lui a permis de reprendre la main contre l'État profond. Donc aujourd'hui, non seulement les démocrates ont connu une déroute électorale, ils sont divisés au sein du parti, mais ils n'ont plus les moyens de perturber le fonctionnement de l'État américain, aujourd'hui piloté par Trump et par son équipe. Voilà. Et ça les déstabilise profondément. Ils savent qu'ils ne pourront rien faire avant les élections de mi-terme qui auront lieu dans 2 ans, et peut-être même qu'ils ne pourront rien faire sur la totalité du mandat de Donald Trump. Mais il n'écarte pas le fait, bien sûr, de revenir au pouvoir dans 4 ans, voire de commencer à essayer de perturber le jeu à partir des élections de mi-terme. Voilà, ça c'est la position des démocrates et des néoconservateurs, enfin, ce sont les mêmes d'ailleurs. En revanche, s'ils sont incapables de lutter contre Trump pour l'instant sur la scène nationale américaine, eh bien, ils activent leurs alliés et leurs vassaux européens pour saboter la politique étrangère de Donald Trump. Et les Européens le font, je dirais, très volontiers. D'abord parce que très bien, il faut rappeler que depuis 2003 et l'invasion illégale de l'Irak déclenchée par les Américains, c'était bien sûr les républicains à l'époque, mais les Européens ont fait totalement acte de vassalité vis-à-vis des États-Unis. Ça n'a cessé de s'accroître avec l'arrivée de Biden et la guerre en Ukraine. Donc il y a véritablement une harmonie, une identité, une homogénéité entre ces élites européistes et les démocrates américain. Et donc aujourd'hui, il prolonge la politique qui avait été initiée par les équipes autour de Biden, parce que Biden était un acteur absent, si je peux prendre cette métaphore, et il s'oppose bien sûr à la stratégie de Donald Trump. Il faut aussi rappeler que tous les leaders européens, à l'exception d'Orban, de Meloni et Fico, je ne sais plus trop, tous ont pris parti contre Donald Trump pendant la campagne électorale, donc en soutenant les démocrates. Tous ne cessent de critiquer la politique américaine depuis qu'il est à la Maison-Blanche. Beaucoup d'entre eux, et d'abord les Britanniques, ont participé aux turpitudes pour essayer de l'écarter du pouvoir entre 2016 et 2020. Donc le dédain, la défiance, le mépris de Donald Trump et de l'administration
avec ses équipes, avec Vance et les autres vis-à-vis des Européens est total. Il n'en tient pas compte. Et donc, ils passent outre leurs idées, finalement leurs agitations qui sont plus improductives qu'autre chose. Mais alors, Éric Denessé, est-ce que les Européens peuvent tenir si, sans le cordon ombilical, justement, qui les relie à l'Amérique, ont-ils les moyens financiers, les moyens militaires, les moyens industriels de pouvoir continuer cette politique qui est celle des néoconservateurs, qui était celle des néoconservateurs aux États-Unis, ou bien est-ce que tout ça, ça va droit dans le mur? Moi, je pense que ça va le droit dans le mur pour deux raisons. D'abord, les démocrates américains, comme les Européens, et surtout les Européens, pensent que finalement, d'une certaine manière, le second mandat de Trump est de nouveau un intermède. Et que effectivement jusqu'au mi-terme on ne peut pas faire grand-chose. Après, il y aura peut-être des moyens de perturber, et que de toute façon, dans 4 ans, il n'y aura plus de Donald Trump. Alors c'est une analyse tout à fait hasardeuse, parce qu'on sent très bien que Trump fait tout pour mettre en orbite Vance pour lui succéder, et on sait, ce sont les éléments qui nous parviennent des États-Unis, que si Vance se présente en 2028-2029, il prendrait comme vice-président le fils de Donald Trump. Donc on voit aussi côté Trumpiste se mettre en place une tentative quasi dynastique. Maintenant, les Européens sont dans l'illusion de leur propre puissance, hein, c'est une forme d'orgueil totalement déplacée. Sur un plan militaire, nous ne pouvons rien faire sans les Américains. Alors c'est d'abord le cas de la grande majorité des pays européens, mais même la Grande-Bretagne et la France qui ont construit des armées un peu plus responsables, et nous, Français, qui avons une forme d'indépendance avec notre dissuasion nucléaire, même nous, nous sommes dépendants de livraison d'un certain nombre de matériels et de pièces de rechange américaines, qui concernent aussi bien les drones que nous avons utilisés au Sahel, les drones Reaper, ça concerne aussi nos avions de détection avancés comme les AWACS, ça concerne des composants pour un certain nombre de missiles. Donc très honnêtement, nous ne pouvons pas faire grand-chose pour aider l'Ukraine contre, comment dire, sans le soutien américain. Trump n'est pas allé jusqu'à interdire la livraison de ces pièces de rechange aux Européens, mais il a ce pouvoir de contrainte, et donc on peut voir finalement tous nos dirigeants européens comme des petites marionnettes d'un théâtre de Guignol qui s'agitent sur une scène qui est extrêmement limitée dans le temps et dans l'espace, mais finalement ils n'ont aucun véritable pouvoir sur ce qui se passe dans le reste du monde. Là, le seul domaine dans lequel ils ont une vraie capacité d'influence et je dirais, de création d'un futur à leur goût, c'est au sein de l'Union européenne elle-même. C'est un baroud d'honneur alors la réunion par exemple qui va avoir lieu demain à Paris avec ces volontaires, ces pays volontaires justement pour aller mettre un pied dans la porte des négociations et espérer ainsi envoyer un contingent en Ukraine, sachant que, et c'est là que c'est aussi assez surprenant, les Russes ont déjà expliqué que de toute façon il n'en était pas question. Oui, alors il y a plusieurs choses derrière cette espèce de commedia dell'arte à laquelle on assiste. Il y a à la fois des illusions et une stratégie. Des illusions parce qu'effectivement, nous n'en avons pas les moyens et on continue à vouloir donner l'impression qu'on a une capacité d'influence sur les événements internationaux et qu'on peut d'une certaine manière, tenir tête à ce nouveau régime américain qui nous déplaît. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que Trump est quelqu'un d'intéressant ni favorable à l'Europe, mais de voir comment nous nous comportons vis-à-vis de ce changement des règles du jeu international. Alors, encore une fois, nous ne sommes pas les seuls. Ce qui est assez sidérant, c'est de voir que les Japonais, les Australiens, les Néo-Zélandais, les Canadiens font la même chose et sont en train eux-mêmes de voir comment ils peuvent aider l'Ukraine à renforcer sa défense. Donc, il n'y a strictement aucun intérêt pour eux. Il n'y a pas d'intérêt non plus pour les Européens.
j'ai envie de vous dire, le seul État qui peut-être a un intérêt objectif à poursuivre la guerre, c'est le Royaume-Uni. Pourquoi? Parce que d'abord, les Anglais, historiquement, ont toujours profondément détesté les Russes, c'est quelque chose d'absolument atavique. Ensuite, les Anglais sont avec les Allemands ceux qui ont investi le plus d'argent en soutien de l'Ukraine, près de plus de 15 milliards. Et les Britanniques ont signé, enfin, ont conçu, je ne suis pas sûr qu'il soit signé, mais un accord avec les Ukrainiens pour qu'ils soient remboursés de ces investissements en terres rares. Et bien évidemment, Trump arrivant dans le jeu et ayant mis en place cet accord justement sur les terres rares, les ressources naturelles ukrainiennes, ça met totalement la stratégie britannique à zéro et donc ils ne récupéreront pas leur argent. Donc eux ont peut-être un intérêt à continuer. Donc moi, voilà, c'est ce que j'appelle l'illusion. Par contre, il y a un élément que nous ne voyons pas, à mon sens, qui est, lui, fondamental et beaucoup plus grave pour nos nations, c'est Oui. la stratégie européiste qui est en cours. Et cette Oui. stratégie, quand on l'analyse bien, on la voit se mettre en place à la fin des années 2010. Et c'est quoi? C'est la volonté de ces dirigeants, de ces élites européistes, de créer une Europe fédérale, supranationale à marche forcée, sans, comment dire, en dépit de la volonté des peuples qui ne veulent pas, et bien sûr, sans le leur dire, en les mettant devant le fait accompli. Et il y a trois grandes étapes autour de ça. Ça a d'abord été le Covid, ça a été ensuite l'endettement, un certain nombre d'emprunts et la volonté de créer une véritable monnaie commune. Et puis, c'est aujourd'hui la guerre en Ukraine. À travers ces trois étapes et ces trois démarches, on voit cette stratégie qui est mise en place et je dirais, et à chaque fois, ces étapes montrent un peu plus la détermination de ces leaders européens de créer une Europe totalement fédérale. Alors, il y a deux choses à voir. On peut comprendre d'une certaine manière l'analyse de ces élites qui se disent la géopolitique, la réelle géopolitique est en train de revenir, les rapports de force vont dominer le monde, il y a un grand bloc chinois, il y a un bloc russe, il y a un bloc américain, et nous, en Europe au milieu, nous sommes des nains. Donc, il y a effectivement quelque chose qui n'est pas totalement idiot. Il n'est pas non plus idiot de réarmer nos pays. Bien sûr, il ne faut pas le faire contre la Russie, qui ne représente pas de menace aujourd'hui, mais il faut le faire parce que la menace peut être un jour turque, algérienne ou autre, peut-être même chinoise, américaine ou russe. Donc, il n'est pas mauvais de le faire. Par contre, ce qui est beaucoup, beaucoup plus problématique, et là, je dirais, il faut vraiment que les auditeurs en soient conscients, c'est cette volonté de nous mettre devant le fait accompli. Et donc, l'exploitation de la menace russe, qui est une menace totalement construite, est faite délibérément par ces leaders européens pour accélérer au maximum la fusion européenne. Ça a commencé avec le Covid, ça, je vous le disais, ça a continué avec l'histoire de dette et d'accélération vers une monnaie commune. Je fais une distinction parce que ce sont des choses que nos contemporains ne connaissent pas assez. Au sein de l'Union européenne, des 27 pays, il y a 20 pays qui appartiennent à la zone euro. Et donc, ils sont à la fois sous la double contrainte et le double contrôle et de la Commission et de la Banque centrale européenne. Voilà, et il y a 7 autres pays qui sont dans l'Union européenne, mais qui ne sont pas dans l'euro, donc qui n'ont pas la monnaie commune, et donc qui pourraient sortir beaucoup plus rapidement, s'ils le souhaitaient, de l'Union européenne, et qui, eux, ne sont pas sous la contrainte de la BCE. Donc, il s'agit bien sûr des pays scandinaves, Suède et Danemark, et puis des anciens pays de l'Est qui sont rentrés et qui ne répondent pas encore aux critères. Mais tous les autres, c'est-à-dire les 20 pays historiques, sont vraiment entre les mains de la Commission et les mains de la Banque centrale européenne, avec une différence qui est importante d'avoir à l'esprit, c'est que nous avons aujourd'hui une monnaie partagée qui n'est pas vraiment une monnaie commune. C'est-à-dire que quand nous nous endettons, chaque État s'endette en euro national. Mhm. Si l'euro numérique se met en place, nous aurons une véritable monnaie commune, c'est-à-dire que ce sera la fin quasiment de nos banques centrales, ce sera la fin définitive de notre autonomie politique, financière et économique. Et là, ce sera bien sûr un transfert du pouvoir vers la Commission et je dirais quelque chose qui deviendrait excessivement problématique pour un État s'il voulait sortir de cet ensemble. Donc, j'insiste sur ce point, il y a une véritable stratégie qui est mise en place aujourd'hui par les leaders européens pour faire à marche forcée cette Europe qu'ils appellent de leur vœu et dont finalement les peuples ne veulent pas et qui ne sont pas consultés. Vous auriez peut-être même pu y rajouter, ils en ont beaucoup parlé au dernier sommet de Davos, la transition énergétique, qui est aussi un moyen, en mutualisant et en endettant, d'aller à nouveau vers cette Europe intégrée.
Oui, alors ça me semble moins important. Il y a toute une série de sujets. Il y a un rapport très intéressant qui vient d'être publié par un institut de recherche proche des Hongrois à Bruxelles, dont le nom m'échappe à l'instant, sur la manière dont l'Union européenne euh, développe aussi sa politique culturelle. Euh, euh, Oui. En partie woke, bien sûr, mais pour obliger les États à rentrer dans une norme. Alors, là, on est plus dans la guerre des normes, que ce soit la guerre des normes sur la transition écologique ou sur la guerre culture ou sur les questions culturelles et sociétales. Mais ça me semble moins déterminant que ces trois grandes étapes qui se sont succédées et dans lesquelles les éléments finalement euh, qui risquent de nous pousser en situation finalement d'être prisonniers du système sont beaucoup plus marqués. Et les dernières annonces pour les 800 milliards de dollars concernant le réarmement de l'Europe vont dans le même sens, hein. Il faut rappeler que sur ces 800 milliards, la répartition est la suivante. Il y a un peu moins de 200 milliards qui sont un véritable prêt, un véritable emprunt, même si à travers les textes, l'Union européenne n'a pas le droit la BCE n'a pas le droit de faire d'emprunt, c'est contourné. Et chacun des pays en profitera au prorata de la part de son PIB dans le PIB européen. C'est-à-dire, par exemple, en France, je crois que nous sommes à 18% du PIB européen, nous devrions bénéficier d'un prêt de l'ordre de 38 ou 40 milliards. Et puis, sur les 600 milliards qui restent, c'est la Commission qui autorise les États membres à accroître leur déficit d'1,5% supplémentaire, c'est-à-dire qu'on va passer, pour rester dans les normes, de 3 à 4,5%, et sans sanction. Voilà, donc ce ne sont pas 800 milliards de prêts, c'est un peu moins de 200 d'un côté et 600 de l'autre en autorisation d'accroissement du déficit autorisé. Mais alors, finalement, la position de Trump et de l'Amérique de Trump aujourd'hui est divine surprise pour ces européistes. Pour Macron, je rappelle qu'en 2000, quand il a accédé au pouvoir en 2017, Trump y était déjà, et on avait été très surpris quand il avait dit: ah, mais l'OTAN est en mort cérébrale. On avait dit: ah, voilà quelqu'un qui est contre l'OTAN. Tiens, mon œil, il n'était absolument pas contre l'OTAN, c'était un moyen déjà, il était à l'affût. À l'époque, ça ne s'était pas fait, mais justement pour nourrir cette Europe intégrée, d'avoir entre autres une défense européenne intégrée. Oui, bah, évidemment, c'est ce qu'ils essaient de faire en ce moment. On l'a vu avec les réunions des chefs d'état-major des pays de l'Union européenne, mais également avec le Canada et la Turquie de mémoire qui s'est tenue à Paris au musée de la Marine. Évidemment, c'est quelque chose qui nous surprend, c'est de voir aussi ces chefs d'état-major et ces militaires de haut niveau finalement adhérer à cette politique et s'en faire les avocats de manière tout à fait affichée et excessive, en nous serinant eux aussi qu'il y a une menace russe. Voilà. Mais ça va jusqu'aux industriels. Pas plus tard qu'hier, le patron d'Airbus a déclaré qu'il y avait un risque imminent avant 2029 d'une invasion russe en Europe. Donc, on est en plein délire, mais ce délire que l'on peut considérer d'une certaine manière comme étant une illusion, comme étant une volonté de se maintenir au pouvoir face à la situation délicate et électorale de tous ces leaders européens, il dissimule aussi une véritable stratégie, et ça, je crois que c'est important. Alors, oui, allez-y, pardon. Non, mais pour aller toujours dans ce sens-là, mais maintenant sur certes, ouais, ils vont peut-être réussir à mobiliser ces centaines de milliards, mais avec quelle industrie militaire aujourd'hui, le complexe militaro-industriel, c'est quoi? C'est faire plus de Rafales? Je crois que dans votre dernier bulletin CF2R, vous parlez des avions de 6e génération qui vont être développés par Boeing, avec en plus une espèce de composante avion-drone. J'ai pu le lire dans votre bulletin. Mais nous, on en est encore à vouloir développer plus de Rafales. Elle est où l'industrie militaire européenne qui permettrait de soutenir cet effort de guerre aussi? Je crois qu'il faut se poser la question, avant même de l'industrie, des effectifs. Et ensuite de la base industrielle et de nos capacités. Qu'est-ce que nous produisons? Qu'est-ce que nous achetons? J'en viens d'abord aux effectifs, c'est essentiel. L'armée française, aujourd'hui, c'est à peu près, sans les civils, 200 000 hommes. 200 000 hommes. Il faut savoir qu'au moment où nous avons supprimé la conscription dans les milieu des années 95, en enlevant les appelés, il restait 270 000 engagés. C'est-à-dire que nous avons même réduit de 70 000 le nombre d'engagés dans nos armées après la dissolution du service militaire, alors que normalement,
en supprimant le service militaire, nous aurions dû rester à cet effectif-là. Deuxième chose, aujourd'hui, tenez-vous bien, l'armée de terre, c'est moins que la gendarmerie nationale. Je crois qu'on est à 80, un peu plus de 90 000 hommes dans l'armée de terre, un peu plus de 100 000 hommes dans la gendarmerie nationale. Ça donne une idée. C'est pareil dans tous les pays d'Europe. Les difficultés de recrutement sont là, mais comment dire, les États-Unis sont également soumis. Alors eux, ils ont un autre problème, c'est le fait que les nouveaux candidats ont de plus en plus de mal à répondre aux critères pour des questions d'obésité, de surpoids, d'incapacité physique. Voilà, donc il y a déjà ce problème-là, et je dirais l'esprit de défense faisant défaut, même si on nous annonce ce matin que 12 000 volontaires ont rejoint la réserve en France, tout ça est une goutte d'eau. Nous avons à peine 30 000 réservistes. C'est quelque chose de ridicule. Voilà, donc ça c'est le premier point sur les effectifs. Nous allons mettre des années à reconstruire une armée digne de ce nom, rien qu'en restant en effectif, en nombre de régiments, voilà, parce que de toute façon il faut des infrastructures, et sans parler d'un retour du service national qui n'a pas de sens qui n'a pas d'intérêt à mon sens. Maintenant sur l'industrie, c'est évident, nous repartons de très loin. Nous avons démantelé notre industrie de défense européenne. Elle a également été, je dirais, largement affaiblie par la concurrence avec les États-Unis. Nous commençons à la relancer. On commence à voir bien sûr les premiers fruits, mais c'est une évolution qui pour l'instant reste très marginale. Il faut rappeler que nous, Français, nous avions délocalisé la totalité de nos productions de munitions de petit calibre pour les FAMAS à Abu Dhabi, avec d'ailleurs des problèmes de fabrication sur la poudre des cartouches. Voilà, on est confronté à ça. Et puis, ce plan de réarmement, encore une fois, qui n'est pas une mauvaise chose, parce que d'abord, nous sommes sous-armés, même si nous n'avons pas non plus besoin de multiplier par 10 notre effort. Et puis, on sait que les industries d'armement, c'est à la fois un effet d'entraînement sur le reste de l'économie nationale, et c'est aussi une source d'emploi et de ressources en matière de commerce extérieur. Mais il va falloir la relancer. Si tous les pays s'arment, eh bien, il va bien falloir qu'ils achètent là où ça les arrange. Et donc, il ne faut pas s'imaginer que c'est l'industrie européenne seule qui va profiter de cette manne. Les Polonais continueront à acheter américains, sud-coréens, les Allemands et tous ceux qui ont du matériel américain continueront à le faire, parce que même si aujourd'hui ils sont dans une phase de défiance vis-à-vis de Washington, ils savent très bien que c'est une forme d'assurance et ils achèteront peut-être un petit peu plus européen, mais ça n'ira pas au-delà, parce que de toute façon, les Américains, au-delà du soutien politique, vont rentrer de nouveau dans une guerre économique pour essayer de vendre un maximum d'équipements à l'Europe. Et puis en plus, pour ce qui est du matériel européen, il y aura une forte concurrence. Les Allemands veulent redévelopper de manière massive leur industrie d'armement. Les Italiens, qui ont une industrie d'armement très, très efficace, espèrent bien sûr aussi en tirer les marrons du feu, avec ce paradoxe qu'ils sont en train de s'allier aux Turcs sur deux co-entreprises qui ont été montées, notamment entre Leonardo et Bayraktar pour fabriquer des drones, et une autre dans le domaine de l'électronique. Puis les Anglais ne veulent pas rester hors du jeu. L'Union européenne a plus ou moins laissé entendre que parmi les 800 milliards qui seraient accordés, ce serait pour des financements, pour des armements européens, et que les Anglais ne vendraient pas d'armes. Mais juridiquement, ce genre de recommandation ne tient pas. Un État avec les fonds, même si c'est des fonds structurels européens, peut acheter absolument ce qu'il veut, où il veut. Donc, on est pour l'instant dans des discours déclaratoires, et encore une fois, je pense que tout ça a un seul objectif: accélérer la création d'une Europe intégrée. Bon, je pense que notre industrie d'armement en tirera profit d'une manière ou d'une autre, mais encore une fois, je pense que nous allons partager quelques pourcents, et non pas, il ne faut pas rêver d'une mainmise de l'industrie française ou de l'industrie européenne d'armement sur les armées européennes. Alors, Macron en est encore à dire: il n'est hors de question que la Russie gagne cette guerre en Ukraine. Or, elle est pliée, je pense. Et qu'est-ce qu'il va advenir maintenant? Est-ce que vous pensez que sur les négociations de paix, dont est exclue d'ailleurs l'Union européenne et pour partie même l'Ukraine, à votre avis, quelle est la suite? Est-ce que un cessez-le-feu va intervenir rapidement, ou au contraire, il faut s'attendre à ce que la Russie atteigne l'ensemble de ses objectifs de guerre avant d'accepter un cessez-le-feu? Alors d'abord, concernant Macron, je l'écoute peu, et quand je l'écoute, pour moi, c'est le miroir inversé de Volodymyr Zelensky.
C'est-à-dire que Volodymyr Zelensky a commencé par de la communication avec sa série télévisée Le serviteur du peuple, qui l'a mis en scène et qui a fini par en faire un président ukrainien. Avec Macron, nous avons l'inversement total, c'est un homme qui a été élu et qui finalement est en train de se livrer à ce qui pourrait être une série télé par des sorties aussi surprenantes, décalées les unes que les autres, et souvent se faisant renvoyer dans ses buts par les autres alliés parce qu'il est allé trop loin sur l'envoi des troupes. Voilà. Donc c'est là aussi, on est vraiment dans une comédie étonnante. Alors, en ce qui concerne, il l'a encore dit il y a quelque temps que bien sûr que la Russie ne pouvait pas gagner la guerre. Quand la Russie avait dans les négociations avec les Américains a dit pour elle, il était essentiel qu'il n'y ait pas d'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN et pas de troupes étrangères, Macron s'est permis de dire qu'un État faisait absolument ce qu'il voulait et que la Russie n'avait pas son mot à dire. Donc, il y a tellement de non-sens et d'incompétence géopolitique que, je veux dire, faut regarder ça comme un divertissement, même si c'est l'homme qui est à la tête de notre pays. Maintenant, sur le théâtre du conflit, oui, l'OTAN, mais ça fait déjà un certain, comment dire, ça fait bientôt 1 an et demi, le temps joue pour les Russes. Ils avancent inexorablement. Les médias n'en parlent pas comme ils le devraient, notamment il y a eu très peu de retentissement et de couverture de la très belle opération sur un plan technique que les Russes ont montée dans la zone de Souja pour la reprise en infiltrant l'équivalent d'un bataillon à travers 16 km de pipeline. C'est encore une fois, il ne s'agit pas de faire l'apologie des Russes, mais je pense que c'est une opération militaire qui restera dans les annales par son originalité, par son risque. Et bien sûr, tout ça a été passé sous silence en Occident. On a même dit que l'opération avait été un échec. Alors voilà, ça montre la partialité. Sur le reste, Poutine n'est pas en situation où, comment dire, il ne peut pas faire confiance à ses interlocuteurs. Alors, c'est peut-être en train de changer avec les États-Unis, même s'il n'est pas dupe, mais vu que les Européens n'ont cessé de renier leurs engagements depuis une dizaine d'années, il va falloir qu'ils montrent des preuves solides avant que Poutine accepte quoi que ce soit. Il faut encore une fois rappeler que ce soit depuis l'extension de l'OTAN, le coup d'État de Maïdan en 2014, le soutien à l'Ukraine et le bellicisme de plus en plus fort avec ce slogan totalement stupide que les Européens mettent en avant, c'est il faut la paix par la force. Voilà, ça c'est la dernière sortie des Européens. Et donc, bien sûr, Poutine, il réagit comme Trump d'une certaine manière. Il ne tient pas compte de ce que disent les Européens, qui sont je dirais, des acteurs qui s'agitent dans leur bac à sable. Il négocie avec ceux qui ont le pouvoir, c'est-à-dire les Américains. Il ne négociera pas avec Zelensky, qui, il faut le rappeler, depuis le 20 mai 2024 est un président illégitime. Et ça, c'est absolument inadmissible. Je ne vois pas de comparaison être faite avec ce qu'a fait Winston Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale. Non seulement le leader anglais était toujours en costume cravate et en chapeau melon, et ensuite il a respecté le mandat et les règles électorales britanniques, et d'ailleurs il a été battu aux élections dès la fin du conflit. Donc la sérénade du comique troupier de Kiev qui s'habille comme s'il était en guerre lui-même, refuse de remettre un costume et refuse de relancer des élections est assez pathétique. Certains disent qu'il se prend pour Yasser Arafat, et comme l'ex-leader palestinien se promenait en treillis. Maintenant, Yasser Arafat ne dormait jamais 2 nuits au même endroit. Il était en permanence sous le risque de l'élimination des services spéciaux israéliens. Donc là, ça n'a rien à voir. Nous avons un individu qui est là totalement en train de nous jouer lui aussi une comédie, mais c'est finalement une constante et le point commun de tous ces leaders européens. Alors ça, c'est pour l'Europe. Comme ça, les voilà habillés jusqu'à l'hiver prochain. Il est rude à l'est de l'Europe, mon cher Eric Dénessé. Alors, et maintenant, quel est le jeu exact entre Poutine et Trump? On a l'impression que Poutine ne veut pas fâcher son ami. Il l'a dit d'ailleurs, il y a eu un certain nombre d'indiscrétions. On a appris même qu'après avoir consulté son confesseur, il avait prié pour son ami, il l'a dit à l'envoyé spécial américain. Eh bien, est-ce que finalement, Poutine aujourd'hui cherche surtout à sauver la face de Trump parce que de toute façon, cette guerre est pliée
et que Trump, lui, a besoin, bon, pour des raisons qu'on pourra développer ensuite, que cette guerre s'arrête au plus vite. Donc, est-ce qu'il y a un arbitrage aujourd'hui chez Poutine entre essayer de pousser son avantage le plus loin et en même temps ne pas humilier l'Amérique de Trump? Oui, vous avez raison. Alors, je ne pense pas qu'il soit dans la volonté de ne pas humilier la politique et la personnalité de Trump. Je pense que Poutine, depuis le début du conflit, et Poutine et son entourage réalignent leurs objectifs en fonction de leurs adversaires. Il faut rappeler qu'il n'y avait pas de but de guerre défini ni de stratégie définie de la part de la Russie avant le début de ce conflit. Il y avait cette volonté de mener cette opération militaire spéciale pour renverser le régime de Kiev, faire en sorte que l'Ukraine abandonne sa volonté d'être dans l'OTAN. Mais il ne s'est jamais agi d'une invasion comme on le voit encore. Je l'ai vu hier dans le rapport de l'analyse du renseignement américain sur l'analyse des menaces, dans lequel, sur le chapitre sur l'Ukraine, il parle encore d'une full-scale invasion, ce qui est complètement ahurissant. Et donc, finalement, tout au long de ce conflit, on a vu la Russie réadapter ses buts de guerre en fonction des attitudes de plus en plus hostile de la part de l'Ukraine et des États qui le soutenaient. Il faut rappeler qu'avant le début du conflit, la Russie n'avait jamais revendiqué le Donbass, ni la zone de Zaporijjia, ni celle d'Odessa, ni celle de Koursk. Elle les a intégrés par voie de force en fonction de l'évolution du conflit. Est-ce qu'ils iront plus loin que ces 4 oblasts? Je n'en ai pas, moi, l'impression, mais bon, je n'ai pas d'éléments qui me permettent d'être catégorique. Voilà, ça c'est le premier point. Et l'OTAN jouant toujours pour la Russie, il grignote, il continue à affaiblir l'armée ukrainienne davantage chaque jour. Maintenant, Poutine étant un grand pragmatique, il a compris tout l'intérêt de la négociation avec Trump. D'abord parce que Trump ne lui est pas hostile, contrairement à l'équipe de Biden. En plus, il a aussi, lui, intérêt à sortir de la guerre. Alors, à ses conditions, mais malgré tout le plus vite possible, pour plus travailler sur la poursuite du redressement de la Russie, pour dire que finalement, il a gagné cette guerre et qu'il en sort beaucoup plus fort qu'il n'y est entré. Et puis, je dirais, parce que c'est aussi maintenant l'attente du peuple russe en grande partie, y compris de ceux qui combattent. Donc, il est obligé d'aller dans le sens de toutes les propositions de Donald Trump pour montrer qu'il est ouvert à une négociation. En plus, ça lui permet d'une certaine manière de claquer le beignet, si vous me permettez, et à Zelensky et aux leaders européens en disant je ne parle qu'aux Américains. Ça ne veut pas dire qu'il va tout accepter de la part des Américains, ça ne veut pas dire qu'il va aller à leur rythme, mais il a ouvert la porte et il le fait. Alors, il le fait d'autant plus volontiers que si on regarde maintenant la stratégie de Trump, il y a quelque chose qui est très important côté administration américaine, chez Trump, chez Vance et comme chez les autres, ils assument le fait que la stratégie américaine d'affaiblissement de la Russie lancée par Biden et son équipe est un échec. Donc c'est une guerre qu'ils ont perdue et ça se dit de manière maintenant c'est de plus en plus répandu en off à Washington. Trump et son équipe reconnaissent que non pas eux, mais les États-Unis de Biden ont perdu cette guerre. Et donc leur intérêt, c'est d'en sortir le plus vite possible parce qu'encore une fois, ils sont très pragmatiques et pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils veulent un deal, ils veulent avec Poutine, non seulement pour mettre un terme à la guerre, mais aussi parce qu'ils ne veulent pas que les terres rares, dont l'importance des gisements doit quand même être relativisée, et les ressources en hydrocarbures russes partent toutes en Chine ou ailleurs, parce que Trump a besoin de terres rares, il a besoin d'une énergie à bas prix, donc il voudrait aussi un deal sur le sujet. On dit même qu'il se serait engagé pour participer à la reconstruction du Donbass et de la Crimée, mais la Crimée n'a quasiment pas été touchée par les combats. Et puis d'un autre côté, Trump veut réorienter la totalité de cette politique. Le Philippe Murer, dans l'interview qui a précédé, le disait très bien, contre la Chine. Donc pour ces 2 raisons-là, il a bien sûr intérêt à un deal rapide comment dire, avec Moscou. Voilà. Et en plus, je n'écarte pas, enfin, je crois qu'il faut prendre en compte un troisième aspect qui est important, c'est la détestation qu'a cette équipe Trump-Vance à l'encontre des Européens. Pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, parce qu'ils ont toujours soutenu les démocrates, parce qu'ils cessent de critiquer Trump avant et depuis son élection. Et donc, voilà, si on les remet au pas, si on les remet à leur place, c'est quelque chose qui va bien. En même temps, les Américains ne sont pas idiots. Même s'ils s'intéressent moins à l'OTAN, ils savent que c'est malgré tout un outil d'influence sur l'Union européenne et sur l'Europe au sens large qu'ils ne vont pas abandonner aussi facilement.
Est-ce qu'elle a une chance de gagner la stratégie de Trump par rapport justement à ce qu'avait pu faire à une époque Henry Kissinger, c'est-à-dire mettre un coin, aider en tout cas à développer ce coin entre la Chine et la Russie? Parce que ça semble être vraiment une stratégie qu'il utilise partout. On en parle pour aussi même le pétrole au Venezuela. Ce sont des jeux à plusieurs, ce sont des billards à plusieurs bandes en disant si tu ne prends pas du chinois, eh bien, je ne te mettrai pas des droits de douane. Donc là, mais c'est beaucoup plus compliqué, j'imagine, alors qu'il se dit qu'en mai pourrait se tenir une conférence en Russie sur une architecture de sécurité eurasiatique, ce que nous avons toujours refusé à Poutine, et ce avant l'intervention spéciale. Il cherche à l'obtenir de la Chine. Oui, alors est-ce que ça va réussir? C'est difficile à dire. Je pense qu'on est troublé systématiquement par la façon d'agir de Trump, qui fait souvent 2 pas en avant et un pas en arrière. Oui. Effectivement, il secoue le cocotier au sens propre, pour essayer de faire bouger les lignes. Et ça ne veut pas dire que tout ce qu'il annonce et tout ce qu'il entreprend, correspond aux objectifs qu'il s'est fixés. C'est-à-dire que je pense que ces objectifs sont plus réalistes et moins, comment dire? Presque moins excessifs que ce qu'il annonce la première fois. Mais au bout du compte, même si il donne l'impression, à un moment donné, d'avoir fait machine arrière sur tel ou tel point, si on regarde quelle était la position de départ et quelle est la position d'arrivée, il y a eu de toute façon progrès et avantage pour les États-Unis. Alors, on sait que il n'y a pas que lui, mais côté américain, la Chine est l'obsession numéro un, non pas parce qu'elle présente un danger pour la sécurité des États-Unis, mais parce qu'elle représente un danger pour le leadership des États-Unis. Hein, c'est totalement différent et Trump là-dessus en est parfaitement conscient. Donc ce qu'il veut, c'est effectivement rendre les États-Unis de plus en plus indépendants de la Chine, hein, réduire le déficit commercial, rapatrier sur le territoire américain un certain nombre de choses. J'entends notamment les usines de microprocesseurs qui se trouvent à Taïwan. Vous savez que Taïwan est le fabricant mondial numéro un de microprocesseurs, si ce n'est l'unique. Et donc, Trump a passé un accord avant qu'il soit élu avec l'usine, je crois que c'est la société qui s'appelle TSMC ou TMSC de mémoire, Oui. pour qu'elle construise 2 usines de microprocesseurs aux États-Unis, et ces usines ne seront opérationnelles qu'en 2027. C'est-à-dire que tant que les États-Unis n'ont pas sur leur sol ces usines pouvant fournir des microprocesseurs, il n'y a, j'ai envie de dire, aucun risque de guerre avec la Chine autour de Taïwan, parce que la destruction des usines des microprocesseurs à Taïwan mettrait tout le monde dans une panade extraordinaire. Donc, il y a cet aspect-là qui est à prendre en compte sur la montée des tensions. Euh, donc, Trump est tout à fait prêt à une guerre économique, alors que ce n'est pas du tout dans sa mentalité de vouloir partir sur une guerre de type militaire. Donc on est sur un durcissement des relations avec Pékin. Il est en train de travailler sur tous les domaines, y compris militaires, pour remettre à niveau l'armée américaine par rapport à ça. Et notamment avec Musk, il taille dans les budgets et dans les gabegies du Pentagone, notamment avec un programme de 50 milliards d'économies qui n'est pas du tout une réduction, hein, des dépenses budgétaires pour les armées, mais qui est tout simplement le fait de mettre fin à des dépenses dont on ne voyait pas l'utilité, ou à de la gabegie, comme ils l'ont fait pour l'USAID. Mais il reste très orienté contre la Chine. Et d'ailleurs, on voit même une remontée d'agressivité de la part d'une part des États-Unis, mais aussi de leurs alliés sur place, puisque on l'a vu au cours de l'hiver, le président sud-coréen qui a essayé de faire un coup d'État en Corée du Sud tenait des discours d'une agressivité que l'on n'avait pas vue depuis des décennies contre la Corée du Nord. C'était très très belliciste. La présidente taïwanaise fait un petit peu la même chose. On a vu là un durcissement. Alors ça ne veut pas dire que les Chinois sont des enfants de cœur en face, mais on voit cette remontée. On voit une forme de remontée de la comment dire, de l'agressivité. Alors, est-ce que c'est totalement local? Est-ce que derrière, il y a une impulsion américaine? Il y a des paradoxes et des contradictions. Les Taïwanais sont les premiers à dire aux Américains, vous nous poussez à la confrontation avec la Chine, laissez-nous gérer nos relations avec Pékin, nous pourrons arriver sûrement à une solution viable d'une manière ou d'une autre. Mais il y a 2 choses. Je pense que les Américains se battront de toute façon pour garder leur leadership. Et ça, comment dire, c'est une préoccupation qu'ils ont tous, républicains comme démocrates.
Et puis, de toute façon, les Américains ont besoin d'une situation ou de conflit ou de tension majeure, hein, parce que c'est un effet d'entraînement sur leur économie, ça leur permet de mettre la pression sur des alliés. Donc, c'est un pays, une économie qui ne peut pas fonctionner sans qu'il y ait une stratégie de tension qui lui soit favorable. Donc, ça explique, à mon avis, l'attitude qui va continuer à exister à l'égard de Pékin dans les années qui viennent. Mais alors, quelle position doit prendre la Russie par rapport à tout ça, sachant qu'elle est rejetée par l'Europe? Elle est de toute façon, vers un basculement, en Eurasie et vers la Chine. Oui, eh ben, c'est aussi une des préoccupations de Trump, c'est qu'il se rend compte que son prédécesseur et les Européens ont poussé Poutine et la Russie dans les bras de Pékin, et ça, il n'en veut pas. Alors, Mmh. il va, comment dire, l'action qu'il conduit va laisser la chance à Poutine de reprendre ses distances vis-à-vis de Pékin, parce que la Russie elle-même se retrouve d'une certaine façon entraînée à son corps défendant dans cette alliance de plus en plus étroite avec la Chine. Et donc, l'intérêt de Poutine et des Russes, c'est de retrouver une forme d'équilibre avec Oui. le temps, en étant peut-être moins entre les mains de la Chine, meilleures relations avec les États-Unis, et puis une reconstruction à terme des relations avec l'Europe, parce qu'ils savent que les leaders européens et européistes que nous avons actuellement ne resteront pas éternellement au pouvoir. Et donc, il y a cet espoir que nous pourrons peut-être renouer à terme des relations apaisées entre les deux parties du continent européen. Bien, et ben, on a déjà fait un bon tour et j'aimerais qu'on aille maintenant se transporter vers le Proche-Orient. Après toutes ces négociations, sur le sort de l'Ukraine, se déroulent en Arabie Saoudite. C'est très bien et c'est très intéressant parce que ça peut permettre éventuellement aux Américains comme aux Russes de prendre langue, et d'ailleurs à l'origine semble-t-il, c'était pas pour, parler d'Ukraine, mais déjà pour parler de leurs propres relations qu'ils se sont vus à l'origine. Et puis maintenant on est dans un des plats principaux, mais c'est peut-être pas le seul, qui est l'Ukraine. Et puis, il y a maintenant le Proche-Orient. Par quoi commencer, si ce n'est peut-être déjà par la politique américaine de Donald Trump, eu égard à la situation à Gaza, eu égard à l'entente entre Israël et l'Amérique. Certains disent qu'elle n'est plus ce qu'elle était. Et puis évidemment l'Iran. Là, je crois qu'il y a aussi à nouveau toute une synthèse à faire, Éric Denessé. Oui, alors, effectivement, on dit que les relations entre les Américains, entre Trump et Netanyahou, ne sont pas bonnes. Je pense qu'effectivement, il y a une forme d'agacement de la part de Trump sur le comportement du Premier ministre israélien, mais les États-Unis, de toute façon, notamment par l'AIPAC et la communauté juive d'outre-Atlantique, restent des alliés indéfectibles d'Israël, que ce soit sur le plan politique, parce que le soutien est là, comme sur le plan militaire, parce que, en dépit de la guerre et d'un certain nombre d'atrocités commises par les Israéliens en réponse au massacre du 7 octobre, les armements continuent à être livrés. Mais il y a un parallèle, pardon, qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que Zelensky comme Netanyahou sont des acteurs qui ont largement profité du soutien américain et qui aujourd'hui tentent de s'échapper ou de s'affranchir finalement de C'est ça. cette domination ou de cette aide américaine pour continuer leur politique. Et dans les deux cas, on a affaire aussi bien avec l'ex-président ukrainien que le Premier ministre israélien, des hommes qui sont dans une dérive complète. Je crois qu'on peut comparer aujourd'hui Israël de Netanyahou à ce que nous appelons les régimes illibéraux en Europe, et encore, je pense que ce que fait Netanyahou n'a rien de comparable par ses excès à ce qu'a pu faire, à ce qu'on peut reprocher à tort ou à raison à Viktor Orban en Europe. Alors, il faut le rappeler, surtout c'était depuis une dizaine de jours, Israël traverse une crise très grave. On sait que depuis qu'il est revenu au poste de Premier ministre, Netanyahou a essayé bien sûr de déclencher ce qu'il appelle une réforme judiciaire qui en réalité est un quasi coup d'État institutionnel pour rester au pouvoir et pour échapper aux poursuites de corruption dont il fait l'objet. Un certain nombre l'ancien patron du Shin Bet, donc la sécurité intérieure israélienne, l'équivalent de la DGSI, Argaman, a déclaré ces derniers jours qu'il avait des éléments à révéler sur le fait que Netanyahou, avant le 7 octobre, voulait absolument que l'on n'interfère pas avec le Hamas, qu'on continue à discuter, et s'était même opposé à l'assassinat de
de Sinwar qui était son dirigeant. Et donc ça, je pense que un certain nombre commencent à être fatigués des mensonges de Netanyahou quand on voit la politique qu'il conduit. Je dis ça parce que les frappes qui ont eu lieu il y a 4 ou 5 jours, au moment de la reprise des actions israéliennes à Gaza, ont fait, je crois, 500 morts, dont 200 enfants, plus de 600 blessés. Ce sont les frappes les plus mortifères depuis novembre 2023. Hein, on est vraiment dans une reprise des frappes et d'élimination de civils ciblés ou en dommages collatéraux qui est tout à fait inadmissible. Donc il y a un vent de révolte qui émerge en Israël. Le président Herzog a dit lui-même qu'il a pris ses distances vis-à-vis de l'action de Netanyahou, en disant qu'il était absolument incompatible de mener des opérations militaires de cette ampleur alors qu'il y avait encore la mission sacrée de ramener un certain nombre d'otages, les 250 otages, enfin ce qui reste des 250 otages entre les mains du Hamas. Et à partir du moment où Argaman a commencé à prendre position sur le sujet, c'est le plus drôle, c'est que Netanyahou a porté plainte en justice en disant qu'il était victime d'une extorsion et que cet ancien patron du Shin Bet allait révéler des informations confidentielles qui porteraient atteinte à la sécurité nationale, alors qu'Argaman n'a fait que menacer de révéler, bien sûr, un certain nombre de choses sur Netanyahou. Ensuite, Ronen Bar, qui est l'actuel patron du Shin Bet, a perdu la confiance de Netanyahou pour les mêmes raisons, parce qu'il s'est opposé à un certain nombre de choses. Netanyahou a annoncé, puis avec la totalité du gouvernement, ont décidé de le limoger. La justice israélienne a suspendu ce limogeage. Plus de 150 anciens patrons de service, officiers généraux, officiers ont apporté leur soutien à Ronen Bar contre le Premier ministre. Donc ça va très très loin. Les Israéliens sont habitués à des scandales depuis des années, mais c'est de plus en plus fort. On n'en parle pas en Occident. Et même en Israël, c'est un petit peu comme la grenouille qui est dans la casserole qui chauffe. Ils sont tellement habitués au scandale ils sous-réagissent par rapport à l'ampleur réelle du sujet. Il y a des actions de censure vis-à-vis de la presse, notamment vis-à-vis du grand quotidien de gauche Haaretz, qui lutte contre la politique de plus en plus fascisante de Netanyahou. Après avoir renvoyé le patron du Shin Bet, Netanyahou s'en est pris à la procureure générale d'Israël. Vous voyez, la justice est dans son collimateur. Et puis on a même vu l'arrestation d'un membre du bureau du cabinet par le Shin Bet cette fois, parce qu'il avait des relations avec des activistes. Mais la stratégie de Netanyahou, qui est dénoncée par les anciens patrons du service de renseignement, c'est de dire il est prêt à tout, y compris à accroître la guerre pour rester aux affaires. Ça, c'est extrêmement clair. Ils le disent maintenant de manière explicite. À partir de ce moment-là, et ils disent aussi qu'il fait tout en ce moment pour remettre en place Ben Gvir et son entourage au ministère de la Sécurité nationale. Et le Shin Bet essaie de s'opposer à l'infiltration de l'extrême droite israélienne dans la police et dans le gouvernement, ce qui bien sûr déplaît souverainement à Netanyahou, qui essaie de les casser en retour. Donc c'est vraiment une crise institutionnelle grave. Voilà, il faut rajouter à ça et parallèlement que les massacres, pardon, les massacres continuent. Encore une fois, redisons-le, ce qui s'est passé le 7 octobre est absolument inhumain. On le sait, 1200 victimes, 800 civils, et là c'est du terrorisme pur et dur, 400 militaires et policiers. On est plus là dans un acte de guerre, mais ça ne veut pas dire pour autant que ce soit pardonnable, 250 otages, voilà. Par contre, en face, on est aujourd'hui à plus de 50 000 victimes, c'est un rapport de plus de 1 à 40. Ça, pour une démocratie, pour le peuple qui a été victime de la Shoah, c'est absolument inadmissible. En parallèle, pendant ce conflit, les Israéliens continuent à livrer des armes à l'Azerbaïdjan. Azerbaïdjan, régime qui a fait une véritable épuration ethnique au Haut-Karabakh contre les Arméniens. Je rappelle que l'État d'Israël n'a jamais reconnu le génocide arménien. Ça, là aussi, pour le peuple qui a été victime de la Shoah, on n'est pas dans le moindre des paradoxes. Donc, on est sur un régime qui est vraiment en pleine dérive. Le problème, c'est qu'il tient le pays et que la structure électorale du pays fait que les courants les plus démocratiques ne parviennent pas à le renverser à chaque fois qu'il y a des élections. Et pour l'instant, donc Netanyahou continue sa fuite en avant. Les Américains sont malheureusement obligés de le suivre parce que ça reste leur allié et que le
Proche-Orient et le Moyen-Orient sont déstabilisés, ils ne veulent pas voir revenir Daesh, ils ne veulent pas voir une montée en puissance de l'Iran, et donc ils se retrouvent beaucoup plus piégés au Moyen-Orient qu'ils ne le sont en Europe. Les Américains. Mais alors, est-ce qu'ils sont prêts à aller jusqu'à ce qui était le souhait, et depuis de nombreuses années, de Netanyahou et de son gouvernement, c'est-à-dire pas seulement la question de Gaza ou même de la Cisjordanie, mais s'attaquer à l'Iran, à son potentiel nucléaire? Iront-ils jusque-là ou vont-ils freiner des cas de fer? Il se dit même qu'il y a des négociations en sous-main. D'abord, que l'administration américaine a même cherché à négocier avec le Hamas, et que c'est aujourd'hui le cas. Il y a des propositions de négociation faites à l'Iran par l'administration américaine. Donc ça, est-ce que ça va l'emporter finalement sur la fuite en avant de Netanyahou? Est-ce que l'allié va réussir à maintenir la position démocrate, néoconservatrice de l'État profond américain, et ce depuis des dizaines d'années, ou bien est-ce que Trump aura le dernier mot, au moins sur l'Iran? Moi, je pense que la politique américaine finira par, à défaut de l'emporter, faire pencher la balance en sa faveur. Effectivement, Trump a cherché à un moment donné à négocier avec le Hamas, tellement il était excédé par les fins de non-recevoir de Netanyahou, ce qui a d'ailleurs poussé Netanyahou lui-même à repartir dans le conflit pour finalement perturber la stratégie américaine. Avec l'Iran, là encore, les Américains, d'une certaine manière, font le travail que souhaiteraient faire les Israéliens, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas aller trop loin pour plusieurs raisons. La première, c'est que depuis plusieurs années, Israéliens et Américains ont finalement tellement affaibli le régime, le régime iranien, en tout cas, j'ai envie de dire ce qui aurait pu être une alternative au régime des mollahs, que finalement, si demain il menait une action contre l'Iran, on est à peu près sûr que ce seraient les Pasdaran qui prendraient le pouvoir. Ça ne veut pas dire que ce serait une prise de pouvoir démocratique, mais pour l'instant, il n'y a pas d'alternance en Iran en cas de renversement. Et bien sûr, il y a des tas de gens qui aspirent à la démocratie, mais les Américains ont tellement et les Israéliens ont tellement cherché à affaiblir ce régime que, je dirais, ils ont enlevé une strate qui aurait pu être une strate intermédiaire, en étant certes un peu conservateur, mais en ouvrant le pays. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, la capacité de nuisance de l'Iran, même si le pays a été en recul depuis l'élimination du Hezbollah, la chute de Bachar, ça reste quand même un pays avec une capacité de nuisance au Moyen-Orient qui est énorme. Et je dirais c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, les Américains sont eux-mêmes conscients des limites de leur capacité militaire. On voit comment les porte-avions américains sont soumis aujourd'hui au tir des missiles Houthis au large du Yémen, avec des porte-avions qui ont été touchés, qui ont dû évacuer la zone. Les Américains ont donné tellement de missiles et d'armements à l'Ukraine aujourd'hui qu'ils ont le strict minimum. Ils ne seraient pas capables de mener une guerre de haute intensité pendant longtemps contre l'Iran. Et de toute façon, ils savent aussi qu'ils auraient des pertes majeures. Puis pour le Pentagone, l'objectif, c'est pas l'Iran, c'est de se préparer aujourd'hui à une action à terme dans quelques années pour tenir tête à la puissance montante chinoise qui produit infiniment plus de bateaux et d'armes que le font les États-Unis. Donc là, on est vraiment dans un jeu où Trump doit jouer à la fois de la carotte et du bâton. Il ne cédera pas devant les Iraniens, il est en permanence sous la pression, mais il sait aussi qu'il ne peut pas durcir le ton à l'excès. Et puis de toute façon, je ne pense pas que ce soit sa volonté, il est aussi dans une stratégie de deal et il se pose systématiquement la question en disant voilà, qu'est-ce qu'on peut gagner dans un échange aujourd'hui avec l'Iran, d'autant que les relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite se sont améliorées grâce à la Chine, et voilà, que les pays de la région n'ont pas envie de voir une nouvelle fois un conflit éclater, parce que si l'Iran était pris pour cible, ce serait une déflagration régionale qui interviendrait. Rôle de l'Arabie Saoudite, vous avez raison de le rappeler, et puis peut-être rôle aussi de la Russie. D'ailleurs, je crois qu'il y a un accord, une alliance entre la Russie et l'Iran qui peut jouer aussi son rôle dans ce dossier. Alors, Ah, bien sûr, mais c'est le conflit ukrainien a amené la Russie à renforcer ses liens avec d'autres États que les États-Unis qualifient de voyous. Ça a été le cas avec la Corée du Nord, on l'a vu. l'axe du mal. Bien sûr, et évidemment avec l'Iran aussi.
et puis une forme de pacte de non-agression avec la Turquie. Mais effectivement, ce que l'on doit observer depuis plusieurs années, c'est l'évolution du rôle de l'Arabie saoudite, à la fois rôle international, mais aussi même une certaine, on va dire, une certaine évolution intérieure, alors que pendant longtemps, je dois avouer que j'ai été parmi les plus critiques contre ce régime dans lequel le wahhabisme est la source principale de toutes les formes de terrorisme djihadiste euh, que Oui. l'on observe avec les frères musulmans. Il n'y a pas que le wahhabisme, mais voilà, et que ce régime, comment dire, était hautement critiquable sur le plan des droits de l'homme à l'intérieur et de l'exportation d'un islam radical euh, partout dans le monde. Depuis que Ben Salman est là, on voit de réelles évolutions. Il y a eu des échanges avec l'Arabie saoudite, avec l'Iran, bien sûr, sous l'impulsion de la Chine. Mais je crois aussi qu'il faut préciser que ces pays membres des BRICS ou du Sud global sont capables aujourd'hui de plus en plus de résoudre leurs problèmes sans intervention de l'Occident. On l'a vu pour ce rapprochement Arabie saoudite-Iran par le biais de la Chine, mais il faut aussi rappeler que Chinois et Indiens négocient en ce moment la paix, ou en tout cas la nouvelle définition de leurs frontières, alors que dans l'Himalaya, le conflit est un conflit larvé depuis des décennies entre Pékin et New Delhi. Donc là, on voit se mettre en place toute une série d'accords, de discussions entre ces pays-là, sans passer par les Occidentaux et par l'ONU. Et donc le rôle de l'Arabie saoudite comment dire, s'inscrit dans cette démarche. C'est assez positif dans le sens que ça pourrait nous amener vers une forme de multilatéralisation. Bon, il n'empêche qu'il y a encore des acteurs, des perturbateurs majeurs dont il faut tenir compte, et je pense en particulier à la Turquie, qui, elle, n'est pas dans Mhm. une logique tout à fait comparable. Oui, alors elle n'est pas dans une logique comparable, mais Erdogan a des difficultés, il est déstabilisé aujourd'hui. On croyait que ce qui s'était passé en Syrie signait une belle victoire, on le dit s'étendre un peu partout, et là il est menacé, et donc finalement, oui, il y a le wahhabisme d'un côté, mais il y a ses frères musulmans, et l'un va-t-il chasser l'autre? C'est la question aujourd'hui. Je dirais que la Turquie était quasiment arrivée à son apogée en matière de politique internationale avec la chute de Bachar el-Assad et l'installation Mhm. de Al-Julani al-Shara au pouvoir à Damas, puisque évidemment toute cette opération s'est faite avec le soutien direct et indirect de l'armée turque et du MIT, le service de renseignement turc. Il faut rappeler que la Turquie occupe toujours une partie nord du territoire syrien de manière tout à fait illégale, comme les Américains en occupent une partie sud et les Israéliens également. La Turquie avait bien sûr pour objectif de renvoyer chez eux près de 3 millions de réfugiés syriens, qui d'ailleurs servaient bien son économie quand on regarde les salaires qui leur étaient donnés et les fonctions qui leur étaient réservé au profit de l'industrie turque. Non, Erdogan aujourd'hui, je pense, arrive en fin de cycle, d'abord parce qu'il y a très longtemps qu'il est au pouvoir, parce que à force de se sentir les mains libres, il commence à commettre un certain nombre d'erreurs sur le plan intérieur qui se retournent contre lui. Je crois que la population commence aussi à en avoir assez. Ça ne veut pas nécessairement dire que sa stratégie va échouer, parce qu'il a quand même beaucoup de leviers, qui ne réagit pas comme un démocrate, donc c'est pas parce qu'il y a des gens dans la rue qu'il n'y aura pas un jour une répression très forte, comme on l'a vu en 2016 au moment de ce qu'on a appelé le coup d'État euh, organisé par les goulénistes. Donc voilà, là, il demeure quelque chose qui est une inconnue. Hein. Est-ce que ça va provoquer sa chute? De toute façon, le sentiment qu'on a, c'est qu'il a mis en place un système qui devrait lui survivre. Il a été suffisamment longtemps aux affaires pour justement préparer cette succession. Donc la fin d'Erdogan ne signifiera pas la fin du néo-ottomanisme islamique qu'il a mis en place, parce qu'on a bien sûr vu l'extension des intérêts et de la présence turque un peu partout dans le Moyen-Orient, depuis bien sûr l'alliance très forte avec le Qatar, qui a toujours été le soutien des frères musulmans, mais aussi des bases au Soudan, la présence en Libye, toujours présent à Chypre, toujours soutien de l'Azerbaïdjan, toujours implanté au nord
de la Syrie, je le disais à l'instant, le refus catégorique de respecter le droit de la mer issu de la Convention de Montego Bay en 1982, les pressions sur la Turquie. Donc voilà, les actions aussi dans un certain nombre de pays des Balkans, Bosnie, Albanie. Donc voilà, on voit cette sphère turque. Je pense qu'elle est, elle est déjà bien installée. Il faut aussi rappeler que la Turquie, même s'il y a des difficultés économiques, a su reconstruire une très belle industrie de la défense et elle exporte beaucoup. Donc il y a des éléments de la remontée en puissance internationale de la Turquie. Après, est-ce que ça continuera sous Erdogan? Est-ce que Erdogan va rester indéfiniment au pouvoir? C'est très difficile à dire, mais je pense qu'il peut tomber, lui, plus vite que finalement sa politique internationale. Mmh. Mmh. Question conclusive, Éric Denessé, finalement. Eh bien, bienvenue dans le monde multipolaire qu'avait annoncé Rubio en disant que cette parenthèse anormale, l'anormalité du monde unipolaire issu de la chute du mur de Berlin n'avait qu'un temps, qu'il fallait accepter ce monde multipolaire. C'est ce qu'avaient dit aussi ceux qui considéraient les BRICS comme un basculement du monde. C'est ce que vous dites en expliquant que finalement l'Occident n'est même plus nécessairement le médiateur entre des puissances aussi importantes que peuvent être la Chine et l'Inde. Non, absolument. Et je pense que nous sortons d'une phase de transition qui a commencé au moment de la chute du mur, début des années 90, et qui s'est terminée avec, ou qui est en train de se terminer avec la guerre d'Ukraine. 30 ans pendant lesquels nous avons vécu sous deux régimes, l'unilatéralisme américain, qui a dominé le monde, la mondialisation, trois éléments, l'unilatéralisme américain, le phénomène de mondialisation, qui aussi prend un terme, et puis le terrorisme djihadiste. Alors ça ne veut pas dire que le terrorisme djihadiste va disparaître, mais ça a été les trois facteurs majeurs de cette période de 30 ans, qui, à mon avis, aurait été une période de transition entre la fin de la guerre froide, qui a été une grande période historique, et puis un nouvel âge dans lequel nous entrons. Est-ce qu'il sera multilatéral comme nous le souhaitons, ou est-ce qu'on va aller vers une guerre froide 2.0 entre les États-Unis et la Chine? C'est encore difficile de le dire, mais en tout cas, on voit que quelque chose de nouveau se dessine et que nous sommes en train de fermer cette parenthèse des années 90-2020. Voilà, bah écoutez, belle synthèse. Pour terminer, merci beaucoup, Éric Denessé, d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir que j'espère nous renouvellerons rapidement. Éric Denessé, celui qui a fondé et qui dirige la destinée du Centre français de recherche sur le renseignement, eh bien, qui est aussi spécialiste du renseignement et de l'intelligence économique. Merci beaucoup, Éric Denessé, de cette participation et à très bientôt sur Géopolitique Profonde. À bientôt, au revoir. À bientôt.